Quand on se promène et que l'on découvre un village, qu'on le trouve charmant, parce que c'est l'un des plus beaux villages de France, qu'on se fasse charmer par ses rues, son architecture, mais aussi au-delà de cette vision idyllique, on ne sait pas forcément les drames qui s'y sont déroulés. Et pourtant, Minerve est indissociable de l'histoire du catharisme qui a bouleversé cette région au XIIe siècle. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir un petit village qui est un des plus beaux villages de France. Un petit village médiéval avec une histoire terrible qui s'est passée en 1210 et qui a mis le feu au Languedoc. La terreur est une constante dans l'histoire, avec les guerres, les attentats, toutes les formes de violence et de terrorisme qui font encore la une de l'actualité. Et cette folie meurtrière eut souvent pour raison le fanatisme religieux. Qui ne connaît pas la citation « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » d'Arnaud Amaury, juste avant le sac de Béziers en 1209, et cette croisade contre les Albigeois menée par des chrétiens contre les hérétiques. Après la mise à sac de Béziers, puis l'abdication de Carcassonne, c'est au tour de Minerve qui va subir en 1210 un siège de plusieurs semaines par les troupes de Simon de Montfort, un siège qui va durer 5 semaines. Mais c'est qui ce Simon de Montfort? Le nom de Simon de Montfort reste lié aux cruautés et aux dévastations de la croisade des Albigeois. Et pourtant, rien ne le prédisposait à devenir l'un des héros le plus sanglant de l'histoire de France, celui qu'on a appelé le bourreau du Languedoc. Il va prendre la tête de la croisade albigeoise. Partout, il traque l'hérésie cathare et occupe ville et château. Mais s'il remporte victoire sur victoire, Simon se révèle incapable de gagner la paix, car les populations méridionales rejettent son autorité. En plus, il est foncièrement misogyne. Et il méprise profondément les femmes, qu'il trouve faibles, versatiles, excessives, lascives et portées à la luxure. Mais l'histoire lui réserve une surprise. Même s'il a fait tomber château après château, ville après ville, place après place, Simon perdra la vie lors du siège de Toulouse. Sur le côté de l'entrée Vireban, du Jardin des Plantes, à côté du théâtre Sorano, une plaque rappelle que ce fut à cet endroit que Simon s'effondra le 25 juin 1218. Une bricole, cette sorte de trébuchet qui avait été placé à Saint-Cernin et manœuvré à la main, où l'on y place des boulets et facile d'utilisation par n'importe qui. Ce projectile de 6 kg fend littéralement l'air, puis retombe avec violence sur la tête de Simon, qui explose littéralement sous l'impact. Et la pierre vient tout droit où il fallait, tué par une pierre lancée par un trébuchet tiré de Saint-Cernin et manœuvré par des femmes. Quand Simon de Montfort arrive ici, il fait un siège. Quand son armée et lui arrive sur les lieux le 12 juin 1210, la configuration des lieux ne permet aucun assaut. Le village de Minerve s'est construit sur un site d'exception, un promontoire rocheux au bout du Causse, sculpté par la Cesse et le Briand. C'est un des plus beaux villages de France. Et il fait comme une presqu'île entourée par ses gouffres. D'ailleurs, ici, on surnomme le lieu la presqu'île. Simon divise son armée en 4 corps qui entourent la cité. Chacun de ces corps possède un mangonneau ou un trébuchet. Celui de Simon est nommé la Malvoisine en raison de sa taille et s'attaque à un chemin couvert qui permet aux habitants d'accéder à un puits. Le vicomte Guilhem de Minerve n'ignore pas que l'accès à ce puits peut se révéler capital. Il n'a pas plu au printemps, l'été est torride, et quand les citernes seront vides, ce puits sera le seul point d'eau.
Là on est dans le lit de la Cesse. En hiver il y a de l'eau. Là on peut marcher et aller rejoindre l'autre trou de l'autre côté du promontoire. Si son accès est perdu, il n'a plus qu'à souhaiter un orage. Aussi décide-t-il d'organiser une sortie dans le but de détruire la machine. Durant la nuit du 27 juin, une poignée de volontaires munis de pois secs, enduits de pois et d'étoupes sortent de la ville, escaladent la falaise, surprennent les sentinelles et mettent le feu à la malle voisine. Mais un servant qui s'était écarté donne l'alarme. Les soldats accourent et repoussent les volontaires. On ne sait pas s'ils ont été massacrés sur place ou s'ils sont parvenus à rentrer sains et saufs dans Minerve. L'incendie est éteint, la machine est réparée et le bombardement repris. Et bientôt le puits sera enfoui sous les décombres de la tour qui le protégeait. Peu après, les citernes sont vides, le temps reste au beau fixe, aucun orage ne vient secourir la ville. La soif, la maladie, le fracas des bombardements achèvent de démoraliser la population. Guilhem demande à parlementer avec Simon de Montfort. Celui-ci déclare qu'il n'est que le bras armé de l'Église et qu'il s'en remet aux ordres du légat. Et le légat, c'est Arnaud Amaury, et il promettra que le seigneur du château et les habitants défenseurs de la ville pourront quitter librement la ville, même les hérétiques, s'ils voulaient se réconcilier avec l'Église et lui obéir. Mais un lieutenant de Simon de Montfort proteste, en prétendant que les cathares n'abjureraient que par peur de la mort, et non par foi. Le légat lui répondit « Ne craignez rien, car je crois que très peu se convertiront. » Le 22 juillet, Guilhem ouvre les portes de la ville. Les croisés rentrent, conduits par Arnaud Amaury. Simon de Montfort, lui, prend possession du château. La tour, c'est le dernier vestige du château. Tu te demandes peut-être pourquoi qu'ils ont laissé tomber les cathares et ont ouvert le village. Mais en fait, quand tu fais un siège, le but du jeu, c'est soit d'affamer la population, soit qu'ils se rendent parce qu'ils ont plus d'eau, ou qu'ils peuvent plus faire autrement en fait. Le siège, c'est pas dur, hein. Tu te mets autour et t'attends. Le siège le plus long, ça a été celui de La Rochelle avec Richelieu. Les croisés vont rassembler les parfaits au pied du château. 143 personnes, femmes, enfants et hommes. Seules 3 femmes vont échapper au supplice. Grâce à Mathilde de Garlande, la mère d'un des lieutenants de Simon de Montfort, qui se trouvait dans le camp croisé et qui parvint in extremis à les persuader d'abjurer et de se réconcilier à l'Église. Les 140 autres continuent à refuser d'abjurer. Leur sort est scellé. On va les faire descendre en file indienne, encadrés par des croisés, le long de ce qu'on appelle maintenant la rue des Martyrs. Direction leur destin. Là, on peut voir la stèle qui commémore les 140 cathares qui ont été brûlés en 1210. Maintenant, on associe bien souvent la colombe, mais c'est pas si vieux que ça. Ce petit village médiéval a connu énormément de souffrances, surtout pendant les guerres de religion, avec la croisade contre les cathares, et aussi en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand Simon de Montfort rentre en guerre contre le catharisme, la première guerre de religion contre l'hérésie, il arrive ici, dans ce village, il entoure ce village et il siège le village. Il va faire monter des catapultes,
puisque c'est quasiment une île en plein milieu de la Cesse. Il assiège le village et attend que les gens se rendent. Dedans, il y avait 143 cathares. Sur les 143 cathares, 3 vont abjurer et auront la vie sauve. Les 140 vont mourir. Ils vont faire le premier gros bûcher de cette guerre de religion contre l'hérésie cathare. Et c'est ici que le bûcher va être construit, à l'emplacement juste derrière la catapulte, et on va brûler les 140 cathares qui n'ont pas abjuré dans un énorme brasier. Hommes, femmes, enfants, tout le monde y est passé. Le village fait partie des plus beaux villages de France, avec ses petites ruelles, son caractère encore relativement médiéval. Il y a pas mal de randos à faire autour, surtout à cette saison, les saisons estivales, parce que tu peux marcher dans les gouffres, marcher dans les gorges de la Cesse et du Briand. Après le générique, je t'invite à regarder la rubrique pour aller plus loin. J'espère que le site t'a donné envie de venir avec son histoire. Moi, je vais reprendre la route. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao. Pour aller plus loin, on parle toujours de cathare, d'albigeois ou de parfait. Mais cathare est un mot pour qualifier un mouvement hérétique chrétien à différentes périodes. Apparu au IIIe siècle, katharoi, qui veut dire pur, sous la plume d'Eusèbe. Le mot cathare apparaît au Moyen Âge en 1163, sous la plume d'Ecbert de Chauneau, où il dénonce les hérétiques de sa vallée du Rhin, en Allemagne. De ce dualisme, en copiant mot pour mot, phrase pour phrase, un texte du IVe siècle écrit par saint Augustin, donc loin de ces collines languedociennes. Et le terme cathare n'est pas utilisé avant la fin du XIXe siècle. Le terme d'albigeois, c'est la faute de saint Bernard. Il prêche à Albi, où il a été le plus mal reçu. Et c'est de là que vient ce nom. Eux, ils ne se sont jamais identifiés entre eux comme parfaits, cathares ou albigeois. Mais ils se prénommaient bons hommes, en lien avec leur vision de l'Évangile. On peut les considérer comme des protestants avant l'heure. Tout le monde a en mémoire le bûcher de Montségur en 1244, soit 34 ans après Minerve. Hommes, femmes, enfants qui n'avaient pas abjuré, grimpant eux-mêmes les échelles pour se jeter dans le plus grand brasier de cette croisade. Mais le dernier bonhomme brûlé vif sur un bûcher, c'est Guillaume Bélibaste, en 1321, à Villerouge-Termène, dans la cour du château. Cette croisade contre les hérétiques va créer en 1233 une nouvelle catégorie pour lutter efficacement contre les hérétiques. Ce sont les frères dominicains qui ont cette charge. Parmi eux, un ancien bonhomme repenti, Robert le Bougre. Et cette nouvelle catégorie, c'est l'Inquisition. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, ciao!